Yao, nous recevons Mamadou Seck, il est le directeur de Synapsus Consulting, analyste politique, membre de Gorée Institute, mais également il a été directeur ou coordonnateur du Forum Civil. Oui. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci Aram, merci. Je voudrais d'abord corriger une scorie. J'étais coordonnateur de programme au Gorée Institute, que j'ai quitté en fait, il y a un peu plus d'1 an. Et là, j'ai été directeur exécutif du Forum Civil aussi. Très bien. Mais c'est une autre vie, il y a une dizaine d'années. Alors, on va parler du sujet de ce soir, la levée de fonds du parti PASTEF qui a soulevé un tollé, des réactions de part et d'autre. Quel est le commentaire que vous inspire justement cette actualité? Bon, je pense que finalement, on peut dire que PASTEF a réussi un coup de com', puisque le but était de pouvoir faire une démonstration de force et finalement, il y est parvenu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vide juridique et je reste convaincu, sans être dans le secret de leur discussion, que PASTEF a bien identifié la brèche qui existait et s'y est engouffré pour pouvoir justement lever ses fonds, puisqu'il y a un vide et il y a une désuétude des textes. Est-ce que le communiqué du ministre de l'Intérieur se justifie-t-il? Il peut se justifier si on se base sur les textes désiés, comme j'ai dit, on peut bien le justifier. Mais est-ce que la désuétude des textes peut réellement mener à une dissolution de parti? Je ne le pense pas. Est-ce que désuétude, est-ce que ça veut dire forcément abrogation? Parce qu'une loi, tant qu'elle n'est pas abrogée... Absolument. C'est des textes vieux, mais qui sont toujours en vigueur. Donc la responsabilité de l'État devrait se situer dans l'actualisation de ces textes. Est-ce qu'il n'y a pas de poids, deux mesures? Parce que oui, PASTEF aussi dit forcément que les autres partis, notamment l'Alliance pour la République, a eu à le faire par le passé. Ah oui, non, on ne peut pas avoir financé un siège comme celui de la paire sans avoir été dans des levées de fonds, en tout cas, qui n'auront pas été encadrés. Parce qu'il faut un encadrement et je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'État est de pouvoir actualiser ces textes. Et je le disais à un ami, on ne peut pas avoir fait 29 revues du Code électoral depuis 1982 et avoir fait 2 textes, 2 lois sur le financement de partis, puisque c'est lié. L'accès aux ressources et l'accès au pouvoir sont liés. Donc on ne peut pas avoir fait 29 revues du Code électoral. C'est dire presque chaque année et demie, on fait une revue du Code électoral et avoir juste légiféré sur ces questions 2 fois. Est-ce que finalement, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui ne fait pas son travail? Parce que quand c'est la tutelle, notamment de toutes ces organisations privées, qui doivent veiller au respect des cahiers de charges, qui ne reçoit pas les déclarations de ce qu'il y a comme entrée de devises, est-ce que ce n'est pas finalement le ministère de l'Intérieur qui doit être au box des accusés? Oui, entre autres. Je pense que, comme je dis, la charge de l'action incombe à l'autorité. Donc le ministre de l'Intérieur est interpellé au plus haut niveau. Mais il faut savoir qu'on est dans un État où c'est un régime présidentiel. On aurait dit c'est le Premier ministre en France puisqu'il détermine et conduit la politique de la nation. Ici, c'est le président qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc la responsabilité première incombe au président de la République. Mais il faut dire que aussi c'est systémique. C'est depuis le Parti socialiste. Le Parti socialiste s'est doté d'un parti, un très grand parti, et d'ailleurs il a vendu une partie de ses terres aujourd'hui. Le Parti démocratique sénégalais l'a fait, l'APR l'a fait. Donc c'est dire que c'est systémique. Mais on ne peut pas excuser ceux qui aujourd'hui gèrent le pouvoir si tant est que leur volonté première était de faire une rupture. Ce qui veut dire que cette disposition n'est respectée par aucun parti? Aucun parti ne le respecte. Même les états financiers annuels qui doivent être déposés au ministère de l'Intérieur. Mais même les congrès qui doivent être tenus à intervalles de temps réguliers, des rapports financiers, etc. Mais rien n'est respecté. Donc finalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui a violé même la loi. Parce que quand vous êtes payé pour réglementer et que vous ne réglementez, c'est vous qui transgressez finalement. Oui, on peut dire. Bon, le mot est bien choisi, la transgression. On est dans une transgression permanente dans nos États. Dans nos démocraties dites tropicales, dans nos États jeunes, il y a tellement de défis, il y a tellement de zones qui sont en friche, on n'a pas fini de réglementer, etc. Et je pense que cette question, on devrait pouvoir se départir de toute émotion
et la gérer en toute responsabilité avec froideur. Sinon, mais l'argent du terrorisme va arriver, l'argent des narcotrafiquants, l'argent de la drogue, l'argent des corruptions, le pétrole et le gaz arrivent. On est dans des chantiers aujourd'hui, le bâtiment. Mais c'est lié entre le financement des partis politiques et des organisations terroristes. Est-ce qu'il tient finalement? Ça peut... On met aujourd'hui en avant l'argument de la sécurité, qu'il est aujourd'hui impossible de garantir la traçabilité de ces fonds. Mais est-ce que cet argument peut tenir? Tout est possible. On est dans les finances internationales. À partir de ce moment, l'argent a atteint un don d'ubiquité tel que, vous savez, c'est juste le digital. Vous faites vos transactions numériquement et vous logez vos comptes, par exemple, aux îles Baléares. Voilà. Et il sera difficile de tracer. On a vécu l'expérience. Et aujourd'hui, est-ce que dans le cadre d'un benchmarking, est-ce qu'il y a de bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves et qui peuvent nous servir aujourd'hui de Il y en a beaucoup. Pour avoir fait le système électoral américain, moi-même, j'ai visité la commission électorale fédérale de Washington. C'est une commission indépendante qui accompagne sur tout le processus électoral, le financement des partis. Et ici, ils font la dichotomie entre le financement privé et le financement public. Si vous acceptez le financement public, la Commission fédérale met à votre disposition le financement et l'accompagne. Et fait la certification même de vos comptes une fois que ça a été exécuté. Si vous allez vers un financement privé, on vous laisse l'opportunité vous-même de faire votre fundraising. C'est ce que avait choisi Obama. Et il avait mobilisé des centaines de millions. Mais la Commission fédérale passe derrière pour plafonner les dons. Vous savez, une personne ne peut pas donner plus de $2 300. Donc même dans le cadre d'un fundraising, il y a une réglementation. Il y a une réglementation et il y a un plafonnement que vous ne pouvez pas dépasser en tant que personne physique, par exemple. Il y a une anecdote. Un monsieur très zélé qui voulait que Obama soit élu a fait un don au nom de sa femme, en son nom à lui-même, et a fait un chèque au nom de sa fille qui avait 8 mois. C'était un excès de zèle. La Commission fédérale a annulé ce chèque-là parce que en fait, cette fille de 6 mois, de 8 mois, n'avait pas encore la possibilité, la conscience de pouvoir faire un choix au point de pouvoir faire un don à Barack Obama. Donc c'est dire à quel point est-ce qu'il y a de bonnes pratiques. En France, les pratiques sont là, c'est de bonnes pratiques. Quand Sarkozy va jusqu'à rembourser 14 000 €, quand Macron va jusqu'à rembourser 79 000 €. François Fillon qui rend des costumes. Quand on a rejeté les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, il traîne toujours les casseroles d'ailleurs, et on ne lui a pas remboursé ses frais de campagne, c'est parce que la Commission nationale des comptes de campagne et de finances publiques existe et fait un contrôle a posteriori et certifie. Et si vous êtes en porte-à-faux, on ne vous rembourse pas vos frais de campagne et vous êtes frappé d'inéligibilité ou alors d'amende. Donc il y a de bonnes pratiques. Vous allez en Allemagne également. Vous savez qu'en Allemagne, on n'autorise pas un étranger de faire des dons, sauf si vous êtes ressortissant de l'Union européenne et vous ne pouvez pas faire plus de 1 000 €. C'est dire que même si on venait à se pencher sur cette loi-là, il faudrait qu'on tienne en compte la dynamique communautaire. On est dans une CEDEAO et on aspire à la citoyenneté. Même si on légifère, on devrait pouvoir réfléchir sur des opportunités de permettre à d'autres qui sont basés au Sénégal, qui sont des Sénégalais basés à l'étranger, etc., dans la CEDEAO ou à l'étranger, de pouvoir se contribuer, puisque c'est des formes de contribution. Alors, l'adoption du code électoral consensuel de 92 permet aux Sénégalais qui sont en tout cas à l'étranger de pouvoir participer aux élections au niveau national. C'est cela. Voilà. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à ces Sénégalais-là de pouvoir aider un parti ou de donner des fonds à l'information publique? C'est les incongruités, justement, qui sont dans cette décision-là et dans cette loi. Et le fait de ne pas avoir arrimé cette loi de financement au code électoral. Il faut l'arrimer puisque c'est lié. L'autre élément, c'est qu'on ne peut pas avoir fait 29 revues du code électoral sans s'être penché sur les questions liées au financement. Troisième question, il faut faire la dichotomie entre financement de campagne et financement de parti final aussi. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un parti, mais une campagne, ce n'est pas tous les jours. Alors qu'un parti a besoin de vivre tout le temps.
son siège, son personnel, le fonctionnement, etc. Mais on a besoin de le financer aussi. Mais toutes ces questions sont occultées au Sénégal. Donc ça demande aussi qu'on se penche sur le financement des partis. On est à 386 partis. Là, maintenant, ce n'est plus seulement les partis, mais c'est un processus. C'est un processus. Au-delà, je dis. Mais vous savez, cette question nous invite à un regard de surplomb sur ce qui se passe dans nos États africains. On n'a pas les moyens de nos politiques. Qui nous finance? Notre revue du code électoral, qui l'a financé? Oui. Comme on dit en Wolof, autant on parle de financement de citoyens à l'étranger. C'est des financements étrangers. C'est des financements étrangers. Mais dites-vous que tous nos partis politiques là, d'obédience socialiste, d'obédience démocrate, etc., sont souvent appuyés, accompagnés, formés par des fondations étrangères. Qui financent ces fondations étrangères? C'est ces États-là, leurs États qui les financent. C'est des financements publics qui viennent de l'étranger. Mais on devrait se pencher. C'est une question en réalité qui ouvre tellement de perspectives. Et il faudrait du courage pour pouvoir l'attaquer. Est-ce que ça ne pose pas l'autre question par rapport à la création même des partis politiques? Parce que d'habitude, c'est un individu qui crée un parti politique. Il y a une patrimonialisation de ce parti-là. Et finalement, c'est une personne qui reçoit des dons, qui reçoit la traçabilité aussi, en prend un sacré coup. Absolument. Est-ce qu'il ne faut pas légiférer aussi à ce niveau? Il faut légiférer sur cette question-là. Moi, dans un deuxième... Est-ce qu'il ne faut pas dissoudre aujourd'hui plus de 305? Est-ce qu'il ne faudrait pas dissoudre tous les partis? En tout cas, il faut le courage, il faut prendre le courage, son courage à deux mains, le législateur, pour se pencher sur ces questions de partis. On ne peut pas, pour une petite démocratie, culminé à 390 partis. Je le disais dans un de mes ouvrages, Les scandales politiques sous la présidence de Abdoulaye Wade, que j'ai publié il y a 15 ans maintenant, qui était interdit au Sénégal jusqu'à l'arrivée du président Macky Sall. Ces partis, c'est des GIE politiques, comme vous le dites. Le propriétaire, il tient le parti, il tient les rênes, il tient les bourses. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien n'a changé entre-temps. Ça a empiré, puisque entre-temps, on a encore une inflation de partis et on n'a pas légiféré sur cette question. Est-ce que le dialogue national peut être aujourd'hui un espace qui puisse régler ces questions-là de fond? Le dialogue national, en général, c'est des cadres qui effleurent les questions. Peut-être ils peuvent poser les principes, mais après, il faut d'autres sous-initiatives qui vont prendre en charge cette question et aller en profondeur. Il n'y a pas que le dialogue politique, il y a les assises. Il y a les assises nationales, il y a le CNRI, il y a la Constitution, le référendum, il y a le dialogue, la commission cellulaire, etc. Donc, on a eu tellement de travaux. Je pense que si on fouille, on doit pouvoir avoir de l'existant et se baser dessus pour pouvoir approfondir la question et l'actualiser. Parce que les problématiques évoluent. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a 5 ans, on aurait pensé à cette approche novatrice, on va dire, de lever des fonds au Sénégal. Peut-être que d'ici 2-3 ans, avec la digitalisation, le numérique, etc., des approches beaucoup plus sophistiquées vont alors se poser. Alors finalement, est-ce que même le PASTEF ne fait pas mieux que les autres dans la transparence? Parce que les autres faisaient des levées de fonds, mais dans des canaux officieux. Tout à fait, dans l'opacité, parfaitement. Le PASTEF a le mérite de nous pousser à affronter cette question. L'autre élément, c'est pour eux, en tout cas, c'est d'avoir fait une démonstration de force pour dire qu'on existe et qu'on est présent. Maintenant, là où je les interpelle, c'est qu'ils nous fassent la publication des donateurs. Et par montant. Mais est-ce qu'il y a une loi qui leur demande ça? Mais c'est l'éthique qui l'impose. Vous savez, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Une fois que vous êtes au pouvoir, c'est l'éthique de responsabilité. Parce que ce que vous disiez que vous allez faire, vous allez vous engager à le faire ou non. Mais dans l'opposition, c'est l'éthique de conviction. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on les interpelle, qu'ils puissent nous diffuser la liste des donateurs. Est-ce que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, parce que sous Abdoulaye Wade, ça avait fait débat, là-bas il s'agissait d'élections, on avait fragmenté entre guillemets ce ministère pour sortir carrément la direction des élections et en faire un ministère. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, dans sa configuration actuelle, peut être une entité crédible pour régler ces genres de questions? Alors, moi, je réfléchis, c'est une très bonne question.
Et vous m'avez un peu marché sur la langue, puisque j'allais suggérer moi, puisque le président Macky Sall, par exemple, dans son discours a proposé un parquet financier. Oui. Il faudrait essayer d'impulser une dynamique d'ensemble, un système national d'intégrité, en dotant de ce parquet financier des possibilités, des pouvoirs, des prérogatives de pouvoir accéder à ces types de contrôle-là, pour pouvoir justement voir. Mais la difficulté, c'est que c'est des pratiques qui datent de très longtemps et que ça va être très difficile pour un parti comme la paire. Je le dis, comment on peut justifier un siège comme ça en quelques années d'exercice du pouvoir? C'est vraiment une paire de manches. Des partis qui transgressent la loi, derrière, est-ce qu'il y a des sanctions? Justement, il faudrait des sanctions nécessairement. Il n'y a pas de sanctions. Mais encore faudrait-il qu'une loi existe, qu'elle soit au goût du jour, qu'on ait. Parce que ce type de loi aussi va demander une ingénierie institutionnelle. Il faudra nécessairement qu'elle ne soit pas comme un cheveu dans la soupe. Parce que la loi sur les partis politiques existe. Le code des obligations civiles et commerciales, parce que c'est le code qui régit les partis politiques. Le code électoral existe. Maintenant, une telle loi, soit elle s'enchâsse dans la loi électorale, soit elle va être une loi seule. Il faut qu'elle ne soit pas en désarticulation avec ces lois déjà existantes. Ça, c'est le premier exercice qu'il faudra faire. Maintenant, lui doter d'assez de moyens indépendants. Je vous parlais de la commission de Federal Electoral Commission de Washington. C'est une commission, quand j'ai posé à la présidente la question de savoir de qui elle dépend, elle s'est un peu énervée. Pour me dire, je dépends de moi-même. Et autonome. Finalement, donc, c'est dire qu'il faudra lui doter d'une indépendance institutionnelle, lui doter de moyens et lui doter de pouvoir de sanction. Donc, cela veut dire qu'il faut aujourd'hui, pour que les uns et les autres puissent en avoir le cœur net, dessaisir le ministre de l'Intérieur de cette affaire-là. Il y a des questions, en tout cas, qui demandent une certaine indépendance. Maintenant, il est difficile de dessaisir totalement. Il appartient à un parti politique, lui aussi. Oui, mais il est difficile. Ancien agent judiciaire de l'État, peut-être même qu'il a eu à contribuer. Oui, mais je dis, il sera difficile de le détacher de cette question parce que fondamentalement, c'est d'abord de l'action politique. Voilà. Moi, je dis même, les deux grosses difficultés de cette affaire, elles sont symboliques. C'est d'abord une volonté politique. Est-ce que celui qui est au pouvoir, ou ceux qui gèrent, comme vous dites, le ministre de l'Intérieur, mais est-ce qu'il a cette volonté politique de pouvoir prendre ces choses en main et de légiférer là-dessus? Parce qu'ils peuvent eux-mêmes être concernés par des sanctions éventuelles. L'autre difficulté, c'est que c'est des pratiques vieilles, qui sont ancrées et qui sont portées par les acteurs les plus difficiles. L'un des groupes, en tout cas, les plus compliqués au Sénégal, c'est les acteurs politiques. Donc, ces deux difficultés-là, déjà, il faudra lever ces deux difficultés avant de pouvoir maintenant attaquer. Et je suis d'accord avec vous. Alors, vous évoquiez juste tout à l'heure l'éthique des responsabilités et l'éthique de conviction. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle, par l'exemple, ne voudrait pas que l'APR aussi publie ses donateurs de 2012 en campagne électorale et publie aussi ceux qui ont construit son siège pour que le parti PASTEF puisse aussi se mettre dans cette veine? Je suis d'accord. L'action par l'exemple, je suis tout à fait d'accord. Et c'est le début du leadership. Quand j'apprends à mes étudiants c'est quoi le leadership, c'est d'abord l'exemplaire, celui qui montre la voie et on le suit. Merci beaucoup Mamadou Seck, directeur de Synapsis Consulting. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la TFM.